Bonjour, les humeurs de Judas, première. L'autre jour, aux alentours de l'heure du dîner, il y a même pas mal d'autres jours, puisque la campagne semble être terminée, je vois débarquer sur l'écran géant des vagins chantants, dansant un peu, mais chantant surtout. Figurés en carton, en papier, en tissu, en plastique, en bouton, ils sont là, hein, tournés dans tous les sens. Et je reste quand même un peu sidéré de cette image. Encore heureux qu'on en soit à la mode du rasage, sinon j'imagine les ravages. Et je vois que finalement la pub passe, personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Je me dis, et si on avait mis des péniches chantants, des beats chantants, quelle horreur. Alors là, d'un seul coup, la levée de boucliers roses aurait envahi les tweets, les infos et ailleurs pour s'insurger contre cette vision diabolique qu'on nous imposait à l'heure de manger la choucroute. De la même façon, je me suis dit pourquoi Lotus ne ferait pas une pub pour son papier toilette? Et d'un seul coup, on verrait des trous du cul dansant, chantant, voire même parlant. Ça serait beaucoup plus rigolo lorsqu'ils diraient qu'ils sont allés au zoo. On aurait déjà la forme au moins. Et ceci m'a permis de reconnaître une fois de plus la grande justice des sexes qui règnent depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans peut-être, où tant de choses sont devenues intolérables et d'autres même plus acceptables, mais impossibles à refuser surtout. J'en suis déçu, mais quand même un peu frustré. En plus, cette pub m'apparaît très peu efficace. Lorsqu'on en arrive à la fin, on est tellement scié, je suis tellement scié, que j'ai du mal à comprendre, à voir quelle peut bien être la marque qui a pondu ça. Donc, après une paire de visions, j'aurais fini par marquer dans l'esprit que c'est Always. Et alors, pour savoir ce qu'était le produit, il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'attention. Quoique, sachant que c'était Always, j'avais deux, trois indices. Et aussi, la pub me navre. Elle qui avait pu être dans le passé, nous y reviendrons, beaucoup plus créatrice, et maintenant régressive presque. Elle n'est que la pâle copie du bien pensé qui tourne. Si vous achetez une voiture, vous vouliez acheter un pot à tabac ou que vous vouliez acheter une voiture de la taille d'une piscine, c'est toujours la même chose. Déjà, si vous allez en ville, les rues se déplient pour vous. Vous êtes d'un seul coup prêt à traverser Paris de fond en comble sans qu'il y ait la moindre voiture. Si vous en achetez une neuve, les rues vous appartiennent. Il n'y a plus personne. Et dans ce monde où la voiture est attaquée par tous les bouts, où il faut du covoiturage, des transports en commun, voire les mettre à l'arrêt bientôt, jusqu'à finir par peut-être en débarrasser notre monde, d'un seul coup, les voitures neuves sont-elles valorisées? Vous en avez une instantanément, vous habitez au bord d'un volcan qui côtoie une falaise, en même temps que seul le soleil couchant passe par votre fenêtre, c'est merveilleux. Tout cela est un peu loin de la vérité, c'est le propre de la pub. Mais ce n'est pas le seul endroit où la pub adopte un ton très monocorde. Imaginez aussi une pub qui implique une famille de trois, généralement, où le papa est plutôt jeune, la trentaine, barbu comme il se doit, parce que tous les jeunes mecs maintenant sont barbus, et il parle à sa fille, souvent, parfois, à un garçon, mais plutôt à sa fille, et il a pu apprendre quelque chose d'assez simple, pendant qu'on voit au loin la mère qui va à ses grandes affaires et qui regarde la scène d'un œil bienveillant. Ou encore, vous avez toutes ces pubs pour les immenses sociétés, corporations diverses, ou présentées à la Benetton, où on voit des gens qui ont le sourire collé derrière les oreilles, qui s'affairent entre eux, qui prennent du plaisir à cette vie en société permanente, qui leur donne envie de chanter, de danser parfois.
et vous restez muet à l'idée de savoir mais qui peut donc produire cette pub? Alors là, les choix sont grands, hein, ça peut être, des assurances, une banque, ça peut être, l'électricité, ça peut être l'énergie, n'importe quoi. Bref, leur produit est tellement quelque part, peu vendable ou peu, sympathique ou, peu intéressant, qu'il faut s'abriter derrière, un monde, qui n'est plus meilleur, mais qui est parfait. Pour en revenir à la pub précédente du départ, imaginez que les moules de Bouchot aient voulu faire un film pour leurs produits sur le même principe, où l'on aurait donc vu des moules bien noires danser entre elles, ouvertes, et qui chantaient leur bonheur d'être au fond de la mer. J'imagine déjà comment cela aurait été reçu. Ça aurait commencé par des tweets incendiaires, et sûrement que de fil en aiguille, on en aurait reçu les auteurs et on serait même peut-être arrivé à quelques procès. Finissons donc sur la pub. La pub au départ, c'était la réclame, qui est bien dénigrée aujourd'hui, comme quoi c'était un peu pour les idiots, mais sur le fond, le savon pompon, le savon des cons, c'était rigolo. En plus, on est resté dans ce mode de langage dans les années 70, où finalement les slogans courts ont fait la place à des scénettes, des petits courts-métrages ou très courts-métrages, où le produit marchait par mémorisation de la scène, et on aimait le produit parce qu'on aimait la scène en fait. Je me souviens notamment de cette pub où Thierry Lhermitte, qui, contrairement à ce que je pensais, n'était pas Coluche, mais je reste toujours en recherche de cette pub avec Coluche. Je crois même que la fille, c'était Valérie Mérès à l'époque. Et donc c'était une pub pour le riz Lustucru. Et donc Coluche, gardons-le, dînait le soir chez lui et il découvrait que sa femme lui avait fait une blanquette de veau. Il en était plutôt content. On le voyait manger la banquette sans trop d'appétit, mais se laissait complètement envoûté par le riz. Il dévorait le riz, il félicitait sa femme sur la blanquette, mais surtout le riz quand même, hein. Et en fin de pub, Coluche invitait chaudement sa femme à refaire de la blanquette, euh, surtout avec du riz. Mais bon, remarque, la blanquette, c'est pas... voilà, en tout cas, ça me plaisait beaucoup. Puis il y a eu les années 80, les grandes années 80 de la pub, celles d'où sont sortis d'immenses réalisateurs comme Ridley Scott ou Alan Parker, parce qu'ils avaient un sens ciné de l'image et qu'on leur servait des scénarios parfaits. Euh, je pense sans cesse, non, mais j'y pensais sans cesse à l'époque aux pubs Martini qui étaient de vrais joyaux de bonne humeur, de bonne ambiance, qui étaient en gros l'inverse de ce qu'on nous sert maintenant comme étant la bonne humeur, et même surtout à une pub Heineken où on voyait la vie d'un bar, mais la vie réussie d'un bar, gaie, chaleureuse, avec en fond tout, 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 every kind of people. Voilà, c'était le grand moment. On allait au cinéma, mais on n'arrivait pas à la clochette en loupant un petit peu du film parce que c'est pas grave. On arrivait longtemps avant, au moins 20 minutes, pas pour voir les bandes annonces, même si c'était pas désagréable, mais surtout pour voir ces pubs qu'on savait, dont on ne doutait pas qu'elles allaient devenir et qu'elles étaient excellentes. C'était un plaisir d'aller au cinéma, voire même supérieur à celui de voir les films. Et puis il y a maintenant, et depuis les années 90, qui ont marqué un tournant un peu triste dans l'évolution du monde. Et donc maintenant, la pub est plutôt, comme j'avais dit, régressive et pas sans imagination, mais